Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement au beau milieu des montagnes dans les Pyrénées, alors quoi de mieux que de vous raconter une histoire en lien avec les sommets. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle d'un homme qui est le dernier survivant de son expédition et ses chances de survie étaient infimes, si ce n'est inexistantes. Il a survécu à l'un des pires désastres qui a pu avoir lieu, non pas dans les Pyrénées, mais sur le mont Everest. Oui, j'avais pas les moyens de vous faire la vidéo là-bas. Je vais vous parler aujourd'hui de Beck Weathers, un pathologiste américain du Texas. Pour vous expliquer rapidement sa vie, niveau professionnel, c'était une totale réussite. Il était respecté et reconnu, mais c'était pas suffisant. Petit à petit, un sentiment croissant d'insatisfaction à l'égard de sa vie a commencé à grandir. Ajouté à ça, à la dépression, et ça l'a finalement amené à chercher du réconfort et un sens à sa vie dans le monde de l'alpinisme. À l'âge de 40 ans, il a découvert une passion pour l'escalade lors d'un voyage au parc national des Rocheuses. Et à partir de là, il s'est lancé dans des expéditions de plus en plus difficiles et dangereuses. Et il s'est fixé un objectif ambitieux, celui d'escalader les 7 sommets, la plus haute montagne de chaque continent. Son désir de prouver sa valeur, de se sentir vivant et de retrouver un certain équilibre dans sa vie personnelle ont été les principales motivations qui l'ont poussé à tenter l'ascension de l'Everest. Mais comme on le sait, l'Everest ne pardonne pas facilement et il a vécu l'événement le plus meurtrier de l'histoire du plus haut sommet du monde. Avant de commencer, si t'aimes ce type d'histoire et que la vidéo te plaît, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner pour ne rien manquer. C'est parti! Notre histoire commence donc en 1996 au camp de base de l'Everest, à 5300 mètres d'altitude. Ce qu'on appelle camp de base, c'est l'endroit où tous les alpinistes se préparent à tenter l'ascension du sommet à 8849 mètres. Notre ami Beck Weathers fait partie de ces alpinistes. Il a de l'expérience parce que c'est pas le premier sommet qu'il escalade, mais il n'est jamais monté au-dessus des 8000 mètres d'altitude. Et pourtant, c'est un gros tournant pour n'importe quelle férue de montagne. Au-delà de 8 km, le niveau d'oxygène est beaucoup trop faible pour que les humains puissent survivre longtemps. C'est pas pour rien qu'on appelle cette zone la zone de la mort. Oui, c'est pas très rassurant. En gros, si un humain reste trop longtemps dans cette zone, sans oxygène supplémentaire, alors le corps fonctionnera moins bien. Il peut y avoir des pertes de conscience et finalement, la mort. Donc ça te montre un peu la couleur. Pour réaliser son rêve de gravir l'Everest, Beck a choisi de s'entourer d'une équipe solide, composée de 8 personnes, sous la direction de Rob Hall, un alpiniste expérimenté et respecté qui avait déjà gravi l'Everest 4 fois auparavant. Donc autant te dire que le mec sait ce qu'il fait. Le 10 mai 1996, de bon matin, il se lance dans l'ascension. Mais dès le début, des choses commencent mal. Ils prennent déjà pas mal de retard à cause de problèmes de balisage, sauf que le retard est pas vraiment envisageable. S'ils sont pas au sommet avant 14 h, ils ne pourront jamais redescendre avant la tombée de la nuit. Et si c'était pas suffisant, notre cher Beck commence à devenir aveugle. Oui, ça complique un peu l'ascension. Quelque temps avant la montée de l'Everest, il avait subi une opération de la cornée. Ajoutez à ça l'altitude extrême et une surexposition aux ultraviolets, et vous avez une rétine hyper endommagée et une perte de la vision. Ce qui le met dans une position encore plus vulnérable que les autres. Quand Hall, le chef d'expédition, apprend ça, il lui interdit d'aller plus loin et de rentrer au camp 4. Mais Weathers n'a pas fait tout ça pour rien. Il est persuadé que sa vision peut revenir quand le soleil se lève. Donc Hall lui conseilla d'attendre à environ 8200 mètres d'altitude, jusqu'à ce qu'il revienne et redescende avec lui. Sauf qu'entre-temps, Beck se retrouve tout seul au beau milieu de la plus haute montagne du monde, et plus précisément dans la zone de la mort. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, je te préviens tout de suite, personne ne reviendra chercher Beck. Rob Hall arrivera au sommet à 16 h et mourra un peu plus tard dans la journée. Beck Weathers se retrouve donc livré à lui-même, complètement aveugle, il faut le rappeler. Oui, les étoiles n'étaient pas vraiment alignées. Sauf que bon, c'est compliqué d'avoir la notion du temps et de redescendre la montagne quand t'es aveugle. Les heures passent, le soleil descend et la température chute. Mais notre cher Beck est quand même ultra chanceux. À 17 h, Mike Groom, un autre guide, tombe sur Beck et se décide à l'aider. Sauf que si t'as suivi tout à l'heure, je te disais que s'ils n'étaient pas au sommet avant 14 h, ils ne seraient jamais redescendus à temps avant le coucher du soleil. Alors ils commencent à descendre ensemble, attachés l'un à l'autre. Mais déjà qu'en étant voyant c'est compliqué, alors sans voir c'est un vrai calvaire. En plus de ça, ses crampons sont gelés. Il arrête pas de glisser et emporte Mike avec lui. Après des heures de galère, ils parviennent à rejoindre un groupe d'alpinistes. Ouf, c'est un soulagement, il est qu'à 30 minutes du camp 4, donc il va pouvoir se reposer un peu. Et bah pas du tout. Un bruit assourdissant retentit dans la montagne. Ce bruit n'est autre qu'une tempête de neige qui s'abat avec fracas sur le groupe. Le rêve d'atteindre le camp numéro 4 se fait de plus en plus lointain. Dans la précipitation, Beck perd un gant. Mais à cette altitude et avec les températures, c'est l'une des pires choses qu'il peut arriver. Plusieurs heures plus tard, quand la tempête s'est enfin calmée, Weathers était tellement affaibli qu'il a été laissé sur place avec 4 autres alpinistes, trop fatigués pour bouger, pendant que le reste du groupe partait chercher des secours. Donc une fois de plus, il se retrouve abandonné, bon, cette fois avec un groupe, et il est toujours aveugle. Mais le gel les guette, et leur plus grand ennemi maintenant, c'est le froid. Petit à petit, l'hypothermie se fait de plus en plus présente. C'est là, dans ce chaos glacial, que la japonaise Yasuko Namba, épuisée,
s'effondre et succombe aux conditions extrêmes. Beck Weathers, quant à lui, est laissé pour mort, allongé dans la neige, exposé aux éléments. Il est dans un état de faiblesse extrême et ses chances de survie paraissent inexistantes. Weathers passe donc la nuit seul, dans la neige, dans un bivouac ouvert, avec le visage et les mains exposés au blizzard. Le froid est si intense qu'il gèle littéralement toutes ses extrémités. Dans la matinée du 11 mai, une équipe de secours arrive sur les lieux pour chercher Weathers et Namba. Ils les trouvent tous les deux dans un état de coma hypothermique, couverts de glace, vivants mais à peine conscients. Après une évaluation rapide et avec le blizzard qui fait encore rage, les sauveteurs en arrivent à la conclusion tragique que Weathers et Namba sont trop loin pour être sauvés. Ils sont certains qu'ils ne survivront pas. Ils prennent alors la décision difficile de ne pas les évacuer et retournent au camp 4, les laissant donc comme morts. Mais au petit matin, quelque chose de presque miraculeux se produit. Contre toute attente, Beck se réveille. Ses chances de survie étaient minces, mais il parvient à se relever et avec une détermination incroyable, il marche seul jusqu'au camp 4. Quand il y arrive, les grimpeurs présents n'en croient pas leurs yeux. Pour eux, c'est un mort-vivant qui se présente devant eux. Son visage était noirci et ses mains gelées, rigides comme de la porcelaine. Personne ne pensait qu'il survivrait à une autre nuit dans ces conditions. Mais Weathers s'accrochait à la vie. Le lendemain, à la surprise générale, il était encore vivant. Ses compagnons d'expédition décident donc de l'aider à descendre au camp 2, à une altitude où un hélicoptère pourrait tenter une évacuation. Une opération délicate mais nécessaire pour sauver cet homme qui, contre toute attente, a défié la mort sur l'Everest. Après avoir été stabilisé au camp 2, la nouvelle de son état désespéré atteint les camps plus bas et une tentative de sauvetage aérien est mise en place. C'est là que le courage et le savoir-faire du lieutenant Madan Casey, un pilote d'hélicoptère népalais, entrent en jeu. Madan décide de tenter l'impossible, monter à 6400 mètres. Une altitude où les hélicoptères ne volent normalement pas en raison de la faible densité de l'air. Il allège donc au maximum son appareil, ne prend qu'un minimum de carburant et part seul sans copilote. Tout le monde au camp retient leur souffle, alors que l'hélicoptère s'élève lentement, en luttant contre le peu d'air et les risques de décrochage. Finalement, contre toute attente, l'hélicoptère atteint Beck Weathers. On le charge à bord aussi vite que possible, sachant que chaque seconde compte. L'hélicoptère plonge ensuite en direction de la vallée, ramenant Beck vers un espoir de survie. De retour au Texas, quelques jours plus tard, Beck Weathers réalise l'ampleur des pertes. Son bras droit a été amputé à mi-chemin entre le coude et le poignet, sa main gauche est privée de tous ses doigts et plusieurs orteils lui ont également été enlevés. Son nez, gravement endommagé par le gel, a dû être amputé puis reconstruit avec des tissus prélevés sur son front et son oreille. Quant à son front et ses oreilles, eux aussi ont été partiellement réparés par la chirurgie, mais les cicatrices resteront à jamais. Malgré tout ça, Beck a fait preuve d'une résilience incroyable. Heureusement d'ailleurs qu'il a perdu la vue lors de son ascension, ça lui a, contre toute attente, sûrement sauvé la vie. Après toute cette aventure, il a écrit un livre, Left for Dead, My Journey Home from Everest, où il raconte son expérience sur l'Everest, ce qu'il a ressenti et comment cette aventure a complètement changé sa vision de la vie. Sur le plan personnel, cette épreuve a aussi été un véritable déclic pour lui. Et tant mieux parce que c'est ce qu'il recherchait. Avant l'Everest, Beck était souvent éloigné de sa famille, trop concentré sur son travail et ses défis personnels, comme l'alpinisme. Mais après ce qu'il a vécu, il s'est vraiment rendu compte de l'importance de sa famille. Il s'est réconcilié avec sa femme, Peach, et il a fait de gros efforts pour se reconnecter avec ses proches. Aujourd'hui, Beck Weathers vit toujours au Texas. Il partage régulièrement son histoire à travers des conférences où il parle de sa survie, de la résilience et des leçons qu'il a tirées de cette expérience. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de gens, montrant qu'on peut surmonter même les épreuves les plus extrêmes avec du courage et de la détermination. Ce mois de mai 1996 est gravé dans l'histoire comme l'un des épisodes les plus meurtriers de l'Everest. En l'espace de 3 jours, 8 alpinistes, dont des clients et des guides parmi les plus expérimentés, ont perdu la vie sur cette montagne. Cette tragédie aurait pu alerter et ralentir la frénésie des expéditions commerciales. Pourtant, rien ne semble stopper cette course au sommet. Les expéditions continuent de se multiplier, attirant toujours plus de clients avides d'aventure et avec elles, un nouveau segment de services à bas prix, proposé par des agences népalaises. Cependant, cette démocratisation a un coût élevé. Depuis l'apparition de ces expéditions low cost, près des 2/3 des décès sur l'Everest se produisent au sein de ces groupes moins bien préparés. La montagne, elle, reste impitoyable, rappelant à tous qu'elle ne se laisse pas conquérir facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker et à vous abonner. Ciao!